Un juge retire les papiers d'un adolescent qui ne savait pas qu'il s'agissait du dossier de son père. Chaque matin, Miles Donovan, 17 ans, se réveillait avant que le soleil n'atteigne les toits d'East Belridge. Il serrait fermement ses lacets, remplissait son cartable des trois mêmes objets, une bouteille d'eau, le vieux carnet de son père, et un dossier de copie de dossier judiciaire, et commençait sa marche tranquille jusqu'au lycée Jefferson. Il ne prenait jamais le bus, même lorsque sa mère lui offrait de l'argent pour un abonnement mensuel. Marcher lui donnait le temps de réfléchir, et Miles le faisait mieux que quiconque. Alors que la ville commençait à s'agiter derrière lui, klaxons de bus, aboiements de chiens, enfants traînant les pieds vers l'école, Miles avançait avec détermination. Ses pas ne ralentissaient jamais, même lorsque ses lacets se détachaient, ou que les voitures qui passaient éclaboussaient son pantalon de flaques de boue. Son corps bougeait, mais son esprit restait fixé sur un seul point. L'année 2015, la dernière fois qu'il avait vu le visage de son père. À l'école, il était assis au fond de ses classes. Non pas qu'il s'en fichait, ses notes étaient excellentes, ses dissertations claires, ses réponses toujours préparées, mais parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention. Tandis que les autres étudiants tapotaient sur leur téléphone ou chuchotaient pendant les cours, Miles ouvrit le carnet, relié en cuir de son père, et y ajouta un autre nom, une autre question, une autre chronologie qui pourrait un jour avoir du sens. Le cours d'histoire lui rappelait les dossiers manquants. L'anglais le ramenait aux notes du journal que son père avait laissé derrière lui. Même la biologie lui semblait une distraction. Comment pouvait-il se soucier des cellules végétales alors que quelqu'un avait effacé Isaiah Donovan de la surface de la planète? Lorsque la cloche finale sonna, d'autres étudiants sortirent en masse, riant et plaisantant sur le prochain match ou les projets du week-end. Miles ne les rejoignit jamais. Il marcha encore 5 kilomètres à travers le cœur de la ville, serpentant entre cafés, immeubles de bureaux et trottoirs fissurés, jusqu'à atteindre les archives du comté. La plupart des gens ignoraient même qu'il y avait un sous-sol. Mais Miles, lui, si. Il savait comment déverrouiller les classeurs coincés et comment appuyer du pied sur le tiroir du bas pour qu'ils ne se coincent pas. Le bureau sentait le vieux papier et la vérité oubliée. À l'intérieur, une faible lumière grésillait au-dessus de sa tête. Miles passait parfois des heures à feuilleter des dossiers restés inutilisés depuis des années. Les employés à l'étage avaient appris à le laisser tranquille. Certains pensaient qu'il participait à un projet scolaire. Une secrétaire, Madame Kemp, lui demanda un jour gentiment s'il avait besoin d'aide. Il secoua la tête et garda les yeux baissés. Personne ne pouvait l'aider. Pas vraiment. Il n'était pas là pour un projet, il était là pour son père. Isaiah Donovan avait été une tempête silencieuse au tribunal. Un avocat commis d'office qui ne se contentait pas de défendre ses clients. Il enquêtait sur leurs histoires. Il creusait plus profondément que la plupart n'osaient, défiait les policiers sans sourciller et refusait des accords de plaidoyer qui sentèrent le marché secret. Mais en 2015, tout a changé. Isaiah a pris en charge une affaire, État contre Carmichael, impliquant 3 adolescents accusés d'avoir braqué un prêteur sur gage. Les preuves ne concordèrent pas. Les garçons prétendaient avoir été piégés. Isaïe commença à relier des éléments que d'autres avaient ignorés. Les rapports de police étaient copiés d'autres affaires. Les témoins semblaient coachés. Et un inspecteur, Ray Lasker, apparaissait sans cesse au cœur de tout cela. Puis, Isaiah disparut. Il n'y eut pas d'adieu, pas d'arrestation, pas d'enterrement. Juste un appartement vide, une boîte de dossiers manquante et le silence des tribunaux. Les autorités disaient qu'il était sous pression, qu'il avait fui avant que quelqu'un ne puisse s'en prendre à sa famille. Les journalistes évoquaient un scandale. Certains disaient qu'il avait accepté un pot de vin et disparu à l'étranger. D'autres murmuraient qu'il avait fait une dépression nerveuse. Mais Miles n'y croyait jamais. Il se souvenait de la façon dont son père l'embrassait sur le front cette dernière nuit, de la façon dont il avait laissé sa montre sur la table de nuit
mais avait pris ses notes, de la façon dont sa mère était restée immobile devant l'évier de la cuisine pendant des heures, après avoir reçu un appel d'une personne qu'elle n'avait jamais identifiée. Plus tard dans la nuit, elle murmura en larmes que son père s'était fait des ennemis, de vrais ennemis, et que certaines vérités étaient suffisamment dangereuses pour être enterrées avec les gens qui les ont découvertes. Miles ne laissa jamais ce souvenir s'effacer, et tandis qu'il fouillait dans de vieux dossiers, il le sentit battre à tout rompre. Par un froid jeudi après-midi, après 3 heures passées à trier des dossiers mal étiquetés, Miles tomba sur une armoire qui refusait de s'ouvrir. Il s'y appuya de tout son poids, secoua la poignée et la sentit enfin céder. À l'intérieur se trouvait un dossier coincé entre des litiges de propriété sans rapport. Une étiquette déchirée indiquait « État contre Carmichael, 2015 ». Son cœur battait fort. Il le sortit avec précaution, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des documents épars, tachés par le temps, une déposition avec des pages manquantes, une liste de témoins, des notes griffonnées dans les marges, et une feuille jaunie avec des numéros de matricule. Certains étaient barrés. Un était entouré de rouge. Inspecteur Ray Lasker. Le nom frappa Miles comme une vague s'écrasant sur les rochers. Non pas qu'il ne l'ait jamais vu auparavant. Il l'avait vu, à maintes reprises, mais parce que 3 jours plus tôt, il était passé devant un panneau d'affichage en rentrant chez lui. Sur celui-ci, un homme souriant en uniforme se tenait à côté du maire. Ray Lasker, commissaire de police, éprouvé, fiable, prêt. Le même homme était entouré de rouge près de la main de son père. Miles savait que ce n'était pas une coïncidence. Son père avait été proche, trop proche, et quelqu'un avait veillé à ce qu'il disparaisse avant qu'il puisse parler. Mais maintenant, après 10 ans de silence, son fils avait retrouvé la piste. Il copia chaque document. De retour à la maison, il étala les papiers sur le sol du salon, reliant les liens comme des pièces de puzzle. Sa mère entra, s'arrêta sur le seuil et ne dit pas un mot. Elle s'agenouilla simplement près de lui, toucha un coin de la déposition et murmura qu'elle se souvenait que son père l'avait lu et relu la nuit précédant sa disparition. Il ne suffisait plus de savoir. Quelque chose en Miles changea cette nuit-là. Les recherches discrètes, les notes cachées, les longues promenades, ce n'était pas suffisant. Son père avait été effacé des archives. Et maintenant, l'homme qui aurait pu le réduire au silence était en passe de devenir la figure la plus puissante des forces de l'ordre de la ville. Miles fit ses bagages. Il ignorait ce qui allait se passer ensuite, si quelqu'un le croirait, si cela se terminerait par la vérité ou par un échec. Mais une chose était sûre, il ne s'arrêterait pas. Il en avait assez de se taire. Il en avait assez d'espérer que quelqu'un d'autre le remarque. Et tandis qu'il marchait dans la rue le lendemain matin, ses papiers serrés contre sa poitrine, Miles Donovan n'était plus seulement un fils en deuil avec une théorie. C'était un garçon porteur d'une vérité que quelqu'un voulait oublier. Et il était prêt à faire en sorte que la ville se souvienne. Miles essaya de suivre les voies appropriées. Il fit la queue au bureau du procureur, les mains serrées contre sa poitrine, attendant qu'on l'appelle. Quand son tour arriva, il s'avança vers le comptoir, le cœur calme, la voix calme. Il expliqua ce qu'il avait trouvé, comment le numéro de badge, entouré de rouge, appartenait à l'homme nommé au poste de police le plus élevé de la ville. Il expliqua la déposition manquante, le dossier effacé, les notes manuscrites laissées par son père. Le greffier jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de faire signe à un superviseur qui écouta moins d'1 minute avant de qualifier cela d'absurde. L'homme qualifia Miles d'enfant en deuil obsédé par la réalité, affirma qu'il était dangereux de lancer des accusations inconsidérées et lui conseilla de s'adresser à un conseiller plutôt qu'à un tribunal. Miles quitta la pièce ce jour-là, le poids de la vérité plus lourd que jamais. Il ne s'arrêta pas là. Il imprima des copies des documents, caviarda soigneusement les noms qu'il pensait susceptibles d'être en danger et les envoya à tous les médias locaux de la ville. Il enchaîna courriels et appels téléphoniques. Aucune réponse. Le silence était plus pesant que n'importe quel rejet. Même les journalistes connus pour couvrir la réforme de la justice ne répondirent pas.
C'était comme si quelqu'un avait érigé un mur entre sa vérité et les oreilles du public. Il a continué malgré tout. Il s'est présenté à une réunion du conseil municipal, tenant une pancarte sur laquelle était écrit en gras « Qui a effacé Isaiah Donovan ?» À l'ouverture de la séance, il a levé la main. Sa voix a résonné à travers la salle tandis qu'il tentait de tout résumer. L'affaire disparue, le casier judiciaire du juge, la nomination de l'inspecteur, mais dès qu'il a prononcé le nom de Carmichael, 2 agents de sécurité l'ont encadré. Ils lui ont demandé de s'asseoir. Devant son refus, ils l'ont fait sortir. La porte s'est refermée derrière lui coupant la voix au milieu d'une phrase. Mais quelqu'un l'a remarqué. Elle s'appelait Jada Ellis, une jeune avocate commise d'office, à peine sortie de la faculté de droit depuis 2 ans. Elle avait aperçu Miles depuis la tribune, l'avait observé parler avec clarté et urgence, et avait reconnu quelque chose dans son regard. Après la réunion, elle s'était approchée de lui, doucement. Au début, Miles avait cru qu'elle était une journaliste de plus qui essayait de poser des questions sans vraiment écouter. Mais elle lui avait ensuite demandé si son père avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit et s'il fredonnait en lisant les dépositions. Miles s'était figé. Elle expliqua qu'elle avait été stagiaire auprès d'Isaiah Donovan pendant sa dernière année de droit. Elle se souvenait comment il lisait les déclarations des témoins à voix haute et obligeait chacun à recouper la moindre incohérence. Elle se souvenait que la porte de son bureau était toujours entr'ouverte et qu'il lui avait dit un jour, dans un rare moment de silence, que la vérité n'était pas enterrée, mais simplement dépassée en ombre. Jada avait demandé à voir les documents. Elle s'était assise sur les marches du palais de justice à côté de Miles, feuilletant le dossier. Elle s'arrêta devant la page déchirée du journal d'Isaiah et caressa son écriture. Son expression changea. Elle murmura qu'elle reconnaissait ses notes, sa façon d'utiliser les étoiles pour le danger et de souligner 2 fois les noms qu'il croyait protégés. Elle se tourna vers Miles et lui dit que l'affaire devait être rouverte immédiatement. Darius Wynne. C'est le nom qui résonna lorsque Jada examina le cœur du dossier Carmichael. Un adolescent à l'époque, âgé de tout juste 17 ans, arrêté avec 2 autres personnes pour le braquage d'un prêteur sur gage. Sauf que Darius n'avait aucun casier judiciaire, aucune preuve matérielle ne le rattachait à la scène du crime, et pourtant, il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Pas de procès en bonne et due forme. Pas de défense digne de ce nom. La condamnation reposait entièrement sur le témoignage d'un seul officier, l'inspecteur Ray Lasker. Jada ne perdit pas de temps. Elle déposa une requête d'urgence pour rouvrir l'affaire, en utilisant le témoignage de Miles, les notes d'Isaiah et une demande officielle de révision de la condamnation initiale. La requête était urgente, mais non sans risque. Elle savait que la réouverture d'une condamnation classée, fondée sur des preuves découvertes par un civil, surtout un adolescent, ébranlerait les tribunaux. Mais elle savait aussi que le poids du silence avait assez duré. Lorsque la date d'audience arriva, la tension monta comme une tempête silencieuse. Des murmures emplirent la salle d'audience, tandis que l'on apprenait qui était impliqué. D'anciens avocats ayant travaillé sous la direction d'Isaiah Donovan étaient assis au dernier rang. Quelques jeunes journalistes arrivèrent au compte-gouttes, incertains de ce qui les attendait. Miles, portant la vieille montre de son père, franchit les portes de la salle d'audience aux côtés de Jada. Il garda le menton haut, même si ses doigts tremblaient le long de son corps. Le juge assigné à l'audience était le juge Malcolm Grayson. Le nom seul fit sourciller. Connu pour son emportement et ses décisions rapides, Grayson avait la réputation de rejeter toute requête qui sentait le scandale. C'était un homme qui qualifiait les accusations de partialité systémique de distraction et qui qualifiait les défenseurs des condamnations injustifiées d'idéalistes émotifs. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, les bavardages cessèrent. Sa robe semblait plus lourde qu'elle ne l'était, drapée comme l'autorité même sur ses épaules. Jada demanda d'abord à soumettre des documents supplémentaires,
des preuves trouvées par le fils d'Isaiah Donovan. Elle présenta le dossier avec un calme mesuré, ses mots étant secs, factuels, mais respectueux. Miles se tenait à côté d'elle, prêt avec d'autres documents, des reçus qui contredisaient la chronologie initiale du témoignage, la transcription d'un mémo vocal que l'on croyait être celui d'Isaïe, exprimant la crainte pour sa vie, et même un croquis d'une liste de badges récupérés dans un dossier déchiré. Alors que Miles s'approchait du tribunal pour remettre les nouveaux documents, il sentit le regard de toute la salle se tourner vers lui. Il marchait d'un pas assuré. Il tendit la pile de papier, espérant, rien que l'espoir, que le juge les lise. Mais le juge Grayson plissa les yeux. Sa main bougea rapidement. Il retira la pile des mains de Miles d'une claque. Les papiers volèrent à travers la salle d'audience comme des plumes arrachées dans une tempête. Les reçus s'éparpillèrent. Les pages du journal s'enroulèrent dans les airs avant d'atterrir au pied du banc. Pendant un instant, tout parut immobile, comme le silence après un grand fracas. La voix de Grayson trancha l'air. Il aboya que l'affaire avait déjà été classée une fois, que le tribunal ne tolérerait pas les fantasmes fondés sur le chagrin d'une adolescente. Il mit en garde Jada contre la perte de temps judiciaire et l'accusa de se donner en spectacle. Et puis c'est arrivé. Un papier atterrit face visible aux pieds du juge. Les personnes assises au premier rang se penchèrent. Une note à l'encre maculée et à l'entête dactylographiée fixait la salle. S'il m'arrive quelque chose, c'est parce que j'ai découvert ce que Carmichael n'aurait jamais dû savoir. Isaiah Donovan. Le juge se figea. Ses yeux, si vifs de colère quelques secondes auparavant, scintillèrent d'une autre lueur, l'incertitude. L'espace d'un instant, il sembla avoir vu un fantôme. Un murmure sourd s'éleva du fond de la salle. Les appareils photo cliquèrent. Un jeune journaliste, saisissant l'occasion, prit une photo juste avant qu'un huissier ne s'interpose. Grayson ne parla plus. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge et demanda brusquement une suspension d'audience. Il se leva rapidement et quitta la salle d'audience par la porte du juge sans se retourner. Miles resta immobile au milieu du chaos, le cœur battant, incertain s'ils venèrent de progresser ou s'ils s'étaient mis en danger. Jada murmura qu'il devait être prudent. À l'extérieur de la salle d'audience, tandis qu'ils rassemblaient les papiers éparpillés, deux hommes en costume sombre s'approchèrent. Leurs gestes étaient calmes, mais leurs expressions étaient dénuées de chaleur. L'un d'eux parla bas, juste assez fort pour que Miles et Jada l'entendent. Il n'y avait pas de nom, pas de présentation. Juste un message, calme, ferme, froid. Ils leur dirent de laisser tomber. Ils leur dirent que c'était pour leur propre sécurité. Puis ils s'éloignèrent sans attendre de réponse. Miles baissa les yeux sur le dossier qu'il tenait entre ses mains. Les pages étaient maintenant froissées, l'encre maculée par endroits. Mais les mots étaient toujours là. La voix de son père, préservée à travers les lignes qu'il avait écrites. Miles serra plus fort le dossier et suivit Jada dans les marches du tribunal, leurs ombres s'étendant loin derrière eux. Le système avait clignoté. Et maintenant, il observait. Un enquêteur fédéral nommé Marcus Velez était assis au dernier rang de la salle d'audience depuis la première audience. Il n'était venu ni avec un badge ni une mallette, juste un bloc-notes et un silence dicté qui le détournait des yeux. Il écoutait sans cligner des yeux, observait chaque réaction et notait mentalement quel journaliste semblait trop intéressé et quel fonctionnaire semblait trop nerveux. Depuis plus de 2 ans, il reconstituait un dossier de corruption croissant lié au juge Malcolm Grayson, à l'inspecteur Ray Lasker et à une poignée de personnalités de la politique municipale qui apparaissaient sans cesse dans des dossiers scellés, des accords de plaidoyer suspects et des rapports de police expurgés. Ce qu'il n'avait jamais eu, cependant, c'était ce dont chaque affaire avait besoin, le lien indéniable, la voix, la signature, la vérité dite à voix haute. Miles venait de le laisser tomber à ses pieds. Marcus ne les aborda pas tout de suite. Il attendit que le palais de justice se vide et que les échos de la suspension d'audience résonnent encore dans l'air. Puis,
Tandis que Miles et Jada entrèrent dans le couloir, il se présenta avec un calme mesuré et se présenta comme enquêteur fédéral habilité à enquêter sur les fautes judiciaires. Jada, d'abord sceptique, exigea des preuves et Marcus exhiba des qualifications qui dissipèrent tous les doutes. Ils suivaient leurs travaux discrètement depuis le dépôt de la requête en urgence, espérant que cette audience confirmerait ce qu'ils craignaient. Le système n'était pas seulement défaillant, il était enfoui sous des mensonges. Il les plaça en détention préventive le soir même, les emmenant dans un lieu sécurisé, réservé aux témoins et informateurs fédéraux. Les murs étaient fins, les lumières trop vives, mais l'endroit était sûr, pour l'instant. Il expliqua que la réouverture des dossiers scellés n'était pas seulement une question de justice. Cela impliquerait aussi de confronter des personnes qui avaient passé des années à s'assurer que ces vérités ne soient jamais révélées au grand jour. Il avait déjà recueilli des témoignages d'anciens policiers démissionnés sous la pression, de greffiers reconnaissant avoir été sommés de mal classer leurs rapports, et de familles de victimes trop effrayées pour s'exprimer. Grâce aux notes d'Isaiah Donovan, aux mémos audio et à l'attention du tribunal, ils avaient pris de l'élan. Mais la situation est vite devenue dangereuse. Cette nuit-là, de retour au domicile de Miles, quelqu'un est entré par effraction. La porte d'entrée était toujours verrouillée lorsque sa mère rentra du travail, mais la fenêtre arrière avait été ouverte discrètement. Rien ne semblait avoir disparu au premier abord. Pas de meubles cassés, pas d'appareils électroniques volés, pas même l'argent liquide laissé dans un tiroir de la cuisine. Mais lorsque Miles et Jada retournèrent vérifier le bureau, la vérité s'imposa brusquement. Le dossier de l'affaire Carmichael avait disparu, pas éparpillé, pas déchiré, disparu. Miles sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Il avait passé des années à le reconstituer. Page après page, clip après clip. Chaque morceau de papier lui avait semblé comme une partie de la voix de son père recousue au monde. Et maintenant, il avait disparu comme son père. Mais il se souvint alors. Il avait tout scanné. 2 semaines plus tôt, après avoir découvert le dossier Carmichael, il avait utilisé le vieux scanner du sous-sol des archives pour numériser chaque page, les enregistrant sur un disque protégé par mot de passe. Mais plus important encore, il n'avait encore partagé avec personne, pas même avec Jada, la montre de son père. Il la portait tous les jours depuis le début des recherches, plus par souvenir que par utilité. La montre avait cessé de fonctionner depuis des années, mais Miles ne l'avait jamais ouverte. Jusqu'à maintenant. Les mains tremblantes, il tourna le dos de la montre et sentit un clic. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB, enveloppée dans du plastique transparent et dissimulée derrière les vieux engrenages. Son souffle se coupa. Son père avait laissé quelque chose derrière lui, quelque chose que personne n'avait trouvé, pas même ceux qui l'avaient fait disparaître. Jada et Marcus regardèrent Miles, incrédules, lui tendre la clé USB. Ils s'empressèrent d'utiliser un logiciel de décryptage fédéral pour déverrouiller les fichiers. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur rendit l'air de la pièce plus froid. Le son était grésillant, mais suffisamment clair. Des voix résonnaient sur l'enregistrement. 3, peut-être 4 hommes assis dans une pièce. Une table tinta, des chaises bousculèrent, puis arrivèrent les voix qui changèrent tout. L'une d'elles appartenait au juge Malcolm Grayson. L'autre était celle de l'inspecteur Ray Lasker. La troisième voix, douce et mesurée, était celle du maire adjoint Ron Kaplan. Ils discutaient de la manière de faire taire les avocats trop bruyants, de protéger certains policiers et de garantir que les statistiques criminelles de la ville restent suffisamment basses pour faire la une des journaux. Le plan était simple. Des condamnations rapides, aucune question, des récits contrôlés. Quiconque tentait de ralentir le processus, comme Isaiah Donovan, était une menace. Puis vint la sentence qui fit trembler les genoux de Miles. Isaiah Donovan, il pose trop de questions. Faisons comme s'il avait fui. Pas de colère, pas de panique, juste une stratégie froide. Le flashback survint rapidement, 2 semaines avant la disparition d'Isaiah. C'était un soir pluvieux,
le restaurant près du palais de justice était à moitié vide. Une serveuse nommée Ruth Ellis venait de lui resservir un café lorsqu'Isaiah sortit quelque chose de sa mallette. Il lui annonça, doucement et avec urgence, qu'il allait peut-être quitter la ville. Il lui a dit que des gens essayaient de le faire disparaître et que, si quelque chose arrivait, elle devrait remettre ce qu'il s'apprêtait à lui remettre à son fils. C'était la clé USB enveloppée dans une serviette. Cette serveuse était la tante de Jada. Elle avait conservé la serviette dans un coffret à bijoux pendant des années, sans savoir ce qu'elle signifiait. Lorsque Jada a rejoint le cabinet de la défense publique, sa tante a mentionné un avocat qui parlait des affaires comme d'une énigme, Isaiah Donovan. Mais elle n'a jamais fait le lien avec le travail de Jada jusqu'à ce que son nom refait surface dans les gros titres la semaine dernière. Ce soir-là, elle a donné la montre à Jada au cas où. Le lendemain matin, une nouvelle juge est entrée au tribunal, la juge Letitia Monroe. Contrairement à Grayson, elle n'affichait aucune arrogance. Sa réputation reposait sur l'équité et la résilience, une juge fédérale connue pour sa fermeté dans les affaires controversées. Elle a pris la parole et a demandé un examen immédiat des enregistrements audio et des dossiers. La salle d'audience était tendue. Miles se redressa, Jada à ses côtés, la mâchoire serrée. Les journalistes occupaient chaque rangée. Le bourdonnement des tweets en direct et des théories murmurées se propageant dans la foule. L'air était lourd du poids de ce qui pourrait être révélé. La juge Monroe écouta l'enregistrement, impassible. Son expression resta inchangée pendant tout l'enregistrement, mais ses doigts tapotèrent lentement le banc. Une fois l'enregistrement terminé, elle leva les yeux et demanda à Miles s'il souhaitait prendre la parole. Le silence se fit dans la salle. Miles se leva, la nervosité envahissant son corps, mais sa voix resta ferme. Il admit qu'il n'était pas avocat, qu'il n'avait pas été formé pour ça. Il leur dit qu'il n'avait jamais recherché la célébrité ni l'attention. Il voulait seulement la vérité. Son père ne s'était pas présenté. Il défendait une cause. Et maintenant, debout ici, Miles essayait simplement de faire de même. Il disait qu'il était le fils de son père et qu'il en avait assez d'avoir peur. La juge Monroe baissa brièvement les yeux puis leva le marteau. Cette affaire est rouverte et des accusations fédérales seront examinées. Le bruit du marteau frappant du bois résonna comme le tonnerre. Les gens eurent un hoquet. Un frémissement d'incrédulité parcourut la salle d'audience. Les téléphones s'allumèrent tandis que les journalistes se précipitaient pour donner des nouvelles. Quelques personnes applaudirent doucement avant que l'huissier ne rappelle à l'ordre. Jada tendit la main et serra fermement celle de Miles. Mais ce n'était pas fini. Alors qu'ils entraient dans le couloir après l'audience, les flashs des appareils photo allumés autour d'eux, une silhouette s'appuya contre le mur du fond, près de la sortie. Vêtue d'un costume gris foncé, les bras croisés, le visage impassible. L'inspecteur Ray Lasker. Il ne s'avança pas vers eux. Il se contenta de sourire, froid et entendu. Le genre de sourire qui annonçait que la partie était loin d'être terminée. Le dernier jour, la salle d'audience était bondée au-delà de sa capacité. Les rangées, autrefois réservées aux observateurs silencieux, débordaient désormais d'énergie. Des agents fédéraux alignés le long du mur du fond, des journalistes serrés les uns contre les autres, et des citoyens assis au bord de leurs sièges, chuchotant nerveusement. Dehors, la foule s'étendait sur les marches du palais de justice. Des pancartes brandies en lettres majuscules. Justice pour Isaiah et libérer les silencieux. À l'intérieur, les lumières semblaient plus vives, plus crues, comme si la vérité elle-même exigeait d'être pleinement exposée. Miles Donovan se tenait juste devant les portes de la salle d'audience, ajustant les manches d'un costume gris ayant appartenu à son père. Elles n'étaient pas parfaitement ajustées, légèrement amples aux épaules, mais peu importait. Son poids le maintenait ancré. Chaque fil portait les échos de l'homme qui avait autrefois arpenté ces couloirs. Jada Ellis se tenait à ses côtés, rangeant les dossiers qu'ils allaient représenter. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa seule présence suffisait.
Ils savaient tous deux que ce moment avait mis une éternité à arriver. Lorsque l'huissier rappela la salle à l'ordre, un silence s'installa comme une couverture. La juge Laetitia Monroe entra avec une autorité tranquille, l'expression indéchiffrable. Elle n'avait rien de l'arrogance des fonctionnaires qui l'avaient précédée, seulement la clarté et le fardeau de délivrer ce que la ville attendait d'entendre. Sa robe ne ressemblait pas à du pouvoir, elle ressemblait à de la responsabilité. Elle hocha la tête une fois, et Miles s'avança vers la barre. Ses jambes étaient lourdes, mais ses pas étaient assurés. Tandis qu'il s'asseyait et regardait les visages qui l'observaient, il sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois, ce n'était pas la peur qui le guidait, c'était la détermination qui le guidait. Il diffusa l'enregistrement complet pour le tribunal. La salle absorba chaque mot, chaque murmure, chaque silence, chaque phrase glaciale échangée entre le juge Grayson, l'inspecteur Lasker et le maire adjoint Kaplan. L'extrait concernant Isaiah Donovan fut le plus frappant. Des exclamations s'élevèrent lorsque Grayson déclara nonchalamment qu'il fallait faire croire qu'il avait fui. Plusieurs personnes se couvrirent la bouche. D'autres chuchotaient à leurs voisins, les yeux écarquillés d'incrédulité. Miles resta immobile, observant le poids de ces mots après 10 longues années de silence. Il fit suivre l'enregistrement d'une chronologie, comment l'affaire Carmichael avait été scellée, comment le nom de son père avait été radié des archives publiques, comment des preuves clés avaient disparu des archives publiques. Il révéla les documents numérisés extraits du dossier avant le cambriolage, les comparant à des notes internes du bureau du défenseur public que quelqu'un avait tenté de supprimer. Il brandit la page du journal contenant l'avertissement de son père et laissa la salle d'audience lire les mots. La même écriture qui écrivait autrefois les mémoires juridiques était désormais la preuve qu'un homme parlait hors de portée de ses ennemis. Puis sont arrivés les documents inconnus jusqu'alors, des copies que Marcus Vélez avait contribué à débloquer, révélant une série de condamnations hâtives visant des adolescents noirs et latinos d'East Belridge. Plus de 15 condamnations de mineurs, toutes liées au tribunal du juge Grayson et aux arrestations de Lasker. Chaque. La juge Monroe ne l'interrompit pas. Immobile, elle observa Miles terminer sa présentation. Puis elle baissa les yeux, examinant le résumé de l'affaire, feuilletant les pages une à une. Le silence s'éternisa, chaque respiration dans la salle d'audience suspendue, dans l'attente. Même les journalistes cessèrent de taper. Dehors, les chants étouffés s'étaient intensifiés, mais à l'intérieur, le temps s'était réduit aux bancs, aux garçons et à la décision finale. Lorsqu'elle s'adressa enfin au tribunal, sa voix était ferme mais lourde. Ce n'est pas seulement une audience, c'est un miroir, et ce que nous avons vu, c'est un système qui punit la vérité et récompense le silence. Elle marqua une pause, laissant les mots se poser. Elle déclara la condamnation de Darius Wynne annulée. Des exclamations de surprise parcoururent la salle, suivies d'applaudissements, que l'huissier fit rapidement taire. La mère de Darius, assise au premier rang, fondit en larmes. Elle avait assisté à toutes les audiences, sa foi inébranlable. Elle se tenait la poitrine et murmurait le nom de son fils avec une joie tremblante. La juge Monroe poursuivit. Elle lança des mandats d'arrêt contre l'inspecteur Ray Lasker, l'ancien juge Malcolm Grayson et le maire adjoint Ron Kaplan. Les noms tombèrent comme des pierres, chacun révélant des années de pouvoir. Un groupe d'agents fédéraux se leva du fond et quitta la pièce en silence, déjà en train d'exécuter les ordres du juge. Puis elle se tourna vers Miles. Son regard s'adoucit légèrement. « Je ne sais pas ce que l'avenir vous réserve, monsieur Donovan, mais je sais que votre père aurait été fier. » Miles resta figé un instant. Ses paroles ne ressemblèrent pas à des éloges, mais à une conclusion. Et pourtant, son cœur battait fort. Les émotions montaient comme une vague qu'il n'était pas prêt à affronter. La douleur de l'absence le rongeait encore. Mais cet instant, cette vérité prononcée à voix haute,
laisser place à autre chose. Il sentit des larmes lui monter, celles qui ne venaient pas de tristesse, mais de la fin d'une affaire longue et inachevée. Il les refoula en clignant des yeux, les gardant à distance. Il avait appris des notes de son père que la dignité n'était pas bruyante, mais inébranlable. Devant le palais de justice, la foule rugissait. « Justice pour Isaïa! Justice pour Darius !» Les chants s'élevaient comme le tonnerre, résonnant dans des rues qui les avaient autrefois refusées. Les journalistes capturaient chaque instant. Les caméras suivaient Miles alors qu'il entrait dans la lumière, les gens acclamant, les inconnus, offrant des poignées de main et des remerciements. Certains tenaient des photos d'Isaiah Donovan tirées d'anciens dossiers, d'autres arboraient des pains sur lesquels était écrit « La vérité ne disparaît pas ». Pour la première fois, la ville semblait se souvenir de ce qu'elle avait tant essayé d'oublier. Plus tard dans la semaine, sous un doux ciel gris, Miles retourna au bureau des archives du comté où tout avait commencé. Le bâtiment avait la même apparence, mais il ne ressentait plus la même chose en franchissant ses portes. L'air sentait encore la poussière et le temps, mais cela ne l'étouffait plus. Il fit un signe de tête à Madame Kemp, qui le regardait désormais non pas avec confusion, mais avec un profond respect. Il descendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers l'armoire qui refusait autrefois de s'ouvrir. De son sac, il sortit un dernier dossier, propre, étiqueté, organisé. Il le glissa délicatement sur l'étagère, juste entre deux résumés de cas mal classés. L'onglet indiquait « La vérité laissée par Isaïe ». Il referma lentement le tiroir, la paume pressée contre le métal froid. Dehors, le vent s'était légèrement levé, faisant bruisser les feuilles sur le trottoir. Miles sortit dans la lumière de fin d'après-midi et commença son chemin vers la maison. Aucun poids ne pesait sur lui. Aucune peur n'obscurcissait ses pas. Pour la première fois depuis 10 ans, il marchait sans regarder par-dessus son épaule. Il avait fait ce que personne d'autre n'avait pu faire. Il avait ramené son père, par la vérité.